Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle analyse, très content parce que en plus de toutes les choses qu'il y a à dire sur Marseille-Saint-Etienne, je crois que la raison primaire pour laquelle j'ai envie de rebondir dessus ce matin et envie de vous refaire ce format un peu libre, impro, c'est que c'est un match qui m'a tout simplement beaucoup enthousiasmé du point de vue spectateur neutre, juste plaisir visuel, ça allait d'un but à l'autre, beaucoup de jeux offensifs, beaucoup de joueurs qui ont attrapé mon œil, plein de jeunes dont il faut parler, donc voilà, c'était vraiment un match excitant, une de mes meilleures expériences foot de ce début de saison, et donc pour rentrer un petit peu plus dans l'étude approfondie, j'ai voulu distinguer en gros 3 parties, et la première, super synthé, c'est revenir spécifiquement sur ce qui a caractérisé Saint-Etienne hier soir, à savoir sur 2 phases principalement, je dirais un pressing vraiment intéressant, la volonté de presser, surtout sur la première demi-heure, ça a considérablement gêné l'OM, et pour une raison particulière, ça on va y revenir dans la seconde partie, mais donc vraiment un pressing plutôt bien organisé, assez intense. On est assez séduit par les équipes qui pressent parce que ça traduit la volonté de vraiment être protagoniste sur toutes les phases de jeu, pas uniquement la phase offensive, mais aussi la phase sans ballon. Donc voilà, très intéressant de ce point de vue-là. Et puis ensuite, même si ça c'était peut-être un peu moins réussi, et à mon avis ça demande encore plus de travail, la volonté de ressortir depuis l'arrière proprement, même depuis le gardien, même sur 6 mètres, même avec un petit peu de pression en face, il n'y en a pas eu beaucoup, mais même avec un peu de pression en face, la volonté de ressortir proprement avec des ballons à terre, de construire des relances. Et alors là où ça demande un petit peu plus de travail à mon avis, c'est que ça n'a pas toujours été bien réussi. Il y a même plusieurs situations très dangereuses marseillaises, je dirais les plus dangereuses en première mi-temps, qui sont venues de relances ratées. Mais donc voilà, volonté de presser, volonté de sortir depuis l'arrière, je trouvais ça super intéressant. Et puis peut-être que ça a été magnifié, encore mieux illustré, en tout cas ce courage technique a été encore mieux illustré par les buts. Je pense notamment au second, j'en ai fait un tweet spécifique, j'étais vraiment bluffé par la qualité de Nordin sur l'action. Alors il y a à la fois le fait de se retrouver dans cette zone, donc d'être resté un peu haut, et la qualité technique au moment du contrôle, mais ça c'est pas du tout la partie la plus enthousiasmante et excitante de l'action. Moi j'ai beaucoup aimé le courage de se retourner, parce qu'en fait ça paraît ne pas être grand chose, mais pourquoi pas aller remiser et pour ensuite faire un appel direct dans la profondeur. En fait il est autour de, à ce moment-là, au moins 4 Marseillais, et il a le courage de se retourner, le double contact pour éliminer, je crois que c'est Chaita Tsar, ça aussi c'est très fort. Puis après il a la vitesse, l'accélération pour prendre cette profondeur, l'espace qui s'est ouvert, et la vision plus la justesse dans la transmission pour servir Bouanga. Bouanga qui lui aussi sur l'action est techniquement parfait de A à Z, donc le contrôle, la petite hésitation juste pour laisser passer le défenseur central devant lui, et puis la frappe croisée qui laisse absolument aucune chance à Mandanda. Franchement ce second but je l'ai trouvé magnifique, je crois que c'est un des plus beaux buts que j'ai vu cette saison, sur ce début de saison, et il traduisait beaucoup de la qualité stéphanoise, à la fois ce courage, comme le courage de sortir depuis sa base arrière, et puis tout simplement la qualité technique qui vient servir ce courage. Donc voilà, ce deuxième but remarquable. Sur le premier, j'ai beaucoup aimé aussi l'apport d'Aouchiche, la qualité pour décaler, et puis ensuite le centre réussi, même si selon Villas-Boas c'est un peu chanceux, et je crois que je comprends qu'on puisse le penser, et je pense qu'il a même potentiellement raison, mais centre tout de même efficace, et puis très bonne finition de Romain Mouma. Donc ok en gros pour ce super synthé, on va y revenir un peu sur la fin, mais ensuite une des raisons pour lesquelles ce pressing a autant embêté l'OM, et je dirais peut-être le point majeur, c'est un peu paradoxal parce que Saint-Etienne a vraiment montré beaucoup de bonnes choses, mais je dirais quand même que le point majeur de ce match, ça a été l'absence de numéro 9 à Marseille, et c'est vraiment ça qui a cristallisé beaucoup d'aspects négatifs de leur rencontre, et qui a déterminé une bonne partie de l'issue de la rencontre. Alors la première chose, c'est sur la construction. Donc avant même de penser au 9 finisseur et ce qu'il aurait pu apporter en bout de chaîne pour terminer les actions, vraiment le 9 dans la construction, c'était fondamental, parce qu'on a vu sur cette première période où en gros on avait le même système que contre le PSG avec Maxime Lopez en faux neuf, épaulé de Thauvin et Dimitri Payet sur les côtés, on a vu beaucoup de mal à se sortir du pressing stéphanois, parce que deux choses, il n'y avait pas de point de fixation pour trouver du jeu long et battre le pressing de manière très simple. Si tu avais une tour de contrôle comme Raúl Jiménez aux Wolves par exemple, là ça t'aurait réglé pas mal de problèmes sur ce pressing stéphanois assez étouffant, première chose.
chose, mais aussi manque de profondeur. Et ça, Villas-Boas l'a aussi exprimé en interview d'après-match. Il exprimait le fait qu'avec Maxime Lopez, on n'avait pas ce numéro 9 qui pouvait étirer le bloc marseillais, aller chercher la profondeur et du coup mettre Saint-Etienne en beaucoup plus de difficultés sur leur approche sans ballon. Et je l'ai ressenti à la fois même sur la relance, le fait de manquer de profondeur, ça posait tout un tas de problèmes, mais je l'ai trouvé aussi sur les moments où Marseille s'en est bien sorti, même sur des moments où Marseille a pu par exemple récupérer le ballon haut. Ce manque de profondeur, ce manque de tranchant en fait dans la zone axiale, dans la zone du numéro 9, ça les a rendus vraiment inefficaces à plusieurs égards. Et alors là, du coup, dans ce rôle, Maxime Lopez, pour moi, il manque vraiment d'efficacité dans le dernier tiers. J'ai le souvenir notamment d'un centre en retrait très très mal ajusté pour Thauvin, qui là peut faire un 0 tout de suite, ou un partout, mais il me semble un 0. Également Thauvin, moi je suis assez fan du joueur, je le trouve vraiment, je pense, parmi les meilleurs potentiels techniques de Ligue 1, même d'assez loin. Décisif en ce début de saison en plus, a marqué sur les deux matchs précédents. Il aurait pu avoir un triplé de passes décisives contre Brest, il n'en a eu que 2, mais la réalité c'est qu'il aurait pu en avoir 3 il me semble, je me souviens plus quel défenseur central rate sa tête ou sa reprise, mais bref, voilà, super Thauvin. Mais en numéro 9, pour moi, il lui manque un petit peu la qualité de déplacement sans ballon, la qualité de positionnement sans ballon. Je le trouve pas vraiment percutant, tranchant, pas vraiment là où il doit être. Et puis même dans ce registre axial, dans cette zone axiale, il n'a pas toujours fait les bons choix, manqué un peu de lucidité par moment, même tout simplement de qualité d'élimination, de vitesse pure. Je trouve que c'est un bon dribbleur, notamment pour rentrer sur son pied gauche, pour tricoter un peu, rentrer sur son pied gauche, mais en 1 contre 1 dans une zone très très axiale, face à un défenseur central qu'il doit battre sur 15-20 mètres, on l'a vu sur une situation en particulier, parvient pas vraiment à l'écarter, même si c'est bien défendu sur le coup. Donc voilà, j'ai trouvé Marseille vraiment très très embêté sur ces phases de construction, mais, et quelque part on dit qu'une partie du problème de ne pas avoir un numéro 9, c'est aussi la finition, clairement. Sur ce match, Marseille qui à bien des égards mérite sa défaite, en fait on peut presque en douter quand on voit à quel point la défaite est imputable à une défaillance à la finition au niveau expected goals, les buts qui auraient dû être marqués en moyenne, si on prend en compte tous les matchs. Bon, vous savez peut-être maintenant ce que c'est les XG, mais en gros, Marseille en a 2,65 pour 0 but, c'est énorme, et Saint-Etienne seulement 1,03. Saint-Etienne a été beaucoup plus tueur, beaucoup plus sang-froid dans la zone de finition. Ça c'est vu, et du coup en seconde mi-temps, la preuve qu'on n'est pas en train de dire n'importe quoi avec ce point spécifique sur le numéro 9, en seconde mi-temps il y a beaucoup de choses qui changent. Marseille est très séduisant au moins sur les 20-25 premières minutes grâce à l'entrée de Marley Ake. Alors Villas-Boas rectifie tout de suite le problème, il a avoué en interview d'après-match qu'il s'était trompé sur le plan, mais il rectifie tout de suite le problème à la mi-temps, là ça mérite distinction. L'entrée de Marley Ake, elle fait beaucoup de bien, et notamment sur la phase de construction, il apporte cette profondeur déjà, mais il apporte même aussi du jeu en remise, sur la plus grosse occasion du match, où on retrouve justement Marley Ake à la finition, cette reprise qui touche la transversale, tout part, si vous vous souvenez bien, d'une remise dos au jeu de Marley Ake. Alors ce point de fixation, ce point d'appui, pour que ensuite les ailiers puissent jouer en partant de là, ça a beaucoup aidé, ça a permis à l'OM de se créer encore plus d'occasions, mais là ce qu'on a vu c'est que Marley Ake, c'est dur de lui tomber dessus, il est très très jeune, et la finition c'est qu'il y a une part aussi d'aléatoire, de difficile à maîtriser, mais on a vu un problème de finition quand même sur cette action spécifiquement où il se retrouve dans les 10 mètres, peut-être un peu plus proche encore, face à face, en tout cas une reprise à mettre face au gardien, et ça touche la barre. Donc là il a manqué un vrai numéro 9 de stature, le fameux grand attaquant, mais la réalité c'est que c'est même pas seulement à la finition, c'est aussi à la construction, mais à la finition là, si tu as un vrai numéro 9, un très bon numéro 9 expérimenté, ça va sans doute au fond, et on peut même faire un parallèle avec l'action en première mi-temps que Thauvin rate, c'est un centre aussi, plus difficile à négocier avec un rebond avant, mais il met sa patte gauche plutôt que le pied droit ou la tête comme ça a été évoqué dans les débats d'après-match.
Et voilà, manque de qualité sur cette finition, comme on l'a dit, 2,65 expected goals pour 0 but, c'est parlant, ça prouve que l'OM sait créer quand même beaucoup de situations, ça permet de nuancer peut-être un peu l'inquiétude, mais l'OM a besoin de ce numéro 9. Et alors dans cette optique, le retour de Benedetto va faire du bien, même s'il va pas absolument tout solutionner, mais ça on va en reparler dans cette troisième partie que j'avais quand même envie de commencer avec Saint-Etienne. Quelle est la suite pour Saint-Etienne maintenant qui continue vraiment son bonhomme de chemin? Donc aujourd'hui c'est simple, 3 matchs, 3 victoires, 3 fois 2-0, un petit peu ce qu'on avait prévu dans le prono de la dernière fois, à nouveau un clean sheet, à nouveau 2 buts. Saint-Etienne est leader, c'est la seule équipe de Ligue 1 avec 9 points. Jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller? C'est sûr qu'on lit dans cette équipe, au-delà de la performance immédiate, on lit un vrai potentiel. Il y a tellement de jeunes joueurs excitants. Je pense à Aouchiche, 18 ans, Mady Camara, 22 ans, Masson, latéral gauche, qui a été très en vue hier soir, 21 ans, Wesley Fofana, 19 ans, Arnaud Nordin, que j'ai adoré, 22 ans, Charlaby même, peut-être un petit peu en dessous des autres, mais sur certaines situations je trouvais intéressant, 20 ans, et Denis Bouanga, un autre petit chouchou personnel, qui n'a seulement, après tout, que 25 ans, donc il y a une grosse marge de progression dans cette équipe, en plus des résultats immédiats qu'on voit là tout de suite. Il y a un leader technique, Romain Amouma, qu'on retrouve enfin, on espère le voir faire une saison pleine, déjà 3 buts en 3 matchs. Après, là où il faut nuancer un peu le tableau tout de même, c'est qu'il y a encore beaucoup de fragilité et le projet de jeu n'est pas encore totalement abouti. Alors moi j'aime beaucoup l'ambition de repartir depuis la base arrière avec une relance propre, l'ambition d'aller presser. Moi je suis très enthousiasmé par ce Saint-Etienne et j'adore le fait que on voit Puel dans ce registre. C'est pas nécessairement ce à quoi on s'attendait, mais il s'adapte au fait qu'il est une jeune équipe, des jeunes auxquels il peut inculquer des principes. Il y a une vraie marge de progression plus qu'individuelle, elle est collective aussi, et voilà, j'aime beaucoup cette approche. Moi Saint-Etienne, je sens que c'est une des vraies bonnes équipes à suivre cette saison en Ligue 1. Après on nuance un peu le tableau parce que hier soir ça se joue quand même beaucoup sur l'efficacité, et il est probable qu'avec les mêmes occasions et un numéro 9 en forme du côté de l'OM, un Benedetto par exemple, peut-être pas nécessairement très en forme, mais un numéro 9 de métier à l'OM, ça peut carrément tourner dans l'autre sens aussi. Donc voilà, beaucoup de choses à nuancer, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait plaisir de revoir Saint-Etienne à ce niveau. Et alors après avoir passé le prono sur Marseille-Saint-Etienne, donc on l'a réussi, on est à 2 sur 3 depuis ce début de saison, 2 pronos passés sur 3 tentés sur la chaîne, et du coup j'en ai 2 de plus avec mon partenaire BetClick, et c'est pour ce week-end, j'ai choisi d'abord Chelsea-Liverpool, où là c'est assez simple, j'ai vu Chelsea contre Brighton, ils ont eu pas mal de réussite, et je dis pas que je les vois faire une mauvaise saison, mais sur le jeu fondamentalement, ça aurait pu tourner dans l'autre sens, et face à Liverpool, qui a été assez poreux défensivement, et c'est ça qui me permet de pas être très enthousiasmé, mais par contre, j'ai vu des Mo Salah, des Sadio Mané en très grande forme. Je crois qu'offensivement Liverpool peut faire encore très mal cette saison, peut-être encore plus même que la saison dernière où finalement il marque pas tant de buts que ça, toute proportion gardée. Du coup pour ce match c'est assez simple, je vois Liverpool rembourser 6 matchs nuls, je trouvais que c'était une cote assez intéressante, ça se joue quand même à Stamford Bridge, et puis Chelsea va vouloir rebondir en tout cas sur le jeu, mais voilà, ça me semble pas implausible, c'est à 1,49, donc voilà, c'était pas mal. Et pour le deuxième match je suis parti sur Lens-Bordeaux, qui joue samedi 17h, et là je vois une victoire de Lens à 2,28, tout simplement parce que Lens fait un très beau début de saison. Au classement corrigé en fonction d'expected points, c'est eux les leaders de Ligue 1, ils n'ont même pas été suffisamment bien payés par rapport à ce qu'ils ont produit, et marquent beaucoup de buts. Du coup voilà, une petite victoire de Lens contre Bordeaux qui a toujours pas concédé de but, donc belle solidité défensive, mais qui contre Lyon notamment doit beaucoup de ça, un peu de réussite défensive, d'inefficacité lyonnaise. Ils ont concédé quand même pas mal de situations, pas mal d'occasions, donc voilà, victoire de Lens à 2,28, les deux combinés ça peut faire quelque chose de pas mal, et on espère du coup poursuivre sur notre très bonne série. Alors si ça vous a plu, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater les prochaines, vous pouvez vous abonner à la chaîne. De mon côté, je vous souhaite de passer comme d'habitude une excellente journée, très bonne soirée et très bon week-end surtout. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bisous.